minimiser les différends, mais tout simplement à donner des priorités. Il faut commencer par telle ou telle chose. Donc, est-ce que vous pouvez, par exemple, faire la décoration de votre appartement avant de le construire? C'est pas possible. Donc, il y a des priorités. Certainement. Certainement. Si on aborde le sujet de la cause palestinienne, les négociations déjà arrêtées depuis des années, la situation qui ne cesse de se dégénérer sur le terrain, avec le blocus de Gaza qui perdure, les colonisations qui rongent les territoires palestiniens. Comment voyez-vous, je dirais, une issue à cette crise-là, et qui, par la suite, quand même, je dirais, secoue le monde islamique, le monde arabe tout entier? Bon, je crois que l'action vis-à-vis de la question palestinienne doit en fait aller sur deux axes. Premièrement, si vous n'êtes pas en mesure de défendre vos droits, vous n'avez pas le droit de les concéder. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas en situation très forte, très puissante, il ne faut pas entamer des négociations. Mais je crois que ce n'est pas du tout acceptable ni logique de dire qu'on pourrait, par exemple, oublier totalement le droit de retour des Palestiniens à leur territoire parce que maintenant, on est en état faible. Si vous êtes en état faible, il ne faut pas négocier. C'est d'une part. D'autre part, il faut chercher aussi à documenter tous les crimes perpétrés par Israël et aussi passer une action devant les organisations internationales pour arrêter tout cela. Et il faut chercher en même temps aussi à sauvegarder ce qui reste le droit, mais il faut être à l'affût de moments propices pour en fait faire émouvoir ou bien faire bouger la question palestinienne. Il ne faut pas l'oublier. Mais maintenant, parce que maintenant, il y a des solutions qui sont dingues, en fait, proposées par Israël. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez, l'alternance des territoires au Sinaï, je ne sais pas quoi, ils le disent, les Israéliens. Oui, je connais très bien qu'en Égypte, on ne peut pas l'accepter. Mais le fait d'insister sur cette solution et aussi, éventuellement, d'avoir le soutien américain pour une telle solution, il pourrait nous mettre dans une situation critique. Nous, non seulement nous en Égypte, mais tous les Arabes. Donc, il ne faut pas chercher à concéder parce qu'on est dans un état faible. Et également, il faut aussi chercher à lever le blocus de Gaza le plus tôt possible. Parce qu'il faut qu'ils vivent, hein. Il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils trouvent leurs provisions. Parce que je ne cherche pas, par exemple, l'armement et tout. Gaza n'est pas Hamas. Hamas, il fait partie, en fait, des habitants de Gaza. Oui. Même s'il détient le pouvoir, on ne pourrait pas, par exemple, porter atteinte à presque 2 millions d'habitants parce qu'on a des différends avec Hamas. Le blocus, c'est une chose, et faire la guerre contre le terrorisme, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre ou bien brouiller les cartes parce que le peuple, ça sera la victime. Et comme vous le connaissez très bien, toutes les plissures, en fait, collectives, c'est-à-dire les plissures de peuple, ne rendent jamais des cicatrices. Hein. Donc, ça sera difficile, en fait, de nous réconcilier encore une fois avec le peuple palestinien qui pourrait se sentir, par exemple, victime de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de tout le monde, parce qu'il souffrait de faim, il souffrait de la maladie, il souffrait de la pauvreté, alors que tout le monde, en fait, se contente d'être spectateur. Donc, c'est une étape qui doit être prise. Il faut chercher une solution au blocus imposé sur Gaza, pour l'intérêt du peuple palestinien, et je m'en fiche en fait, cela soit par exemple dans l'intérêt de Hamas ou non, parce que c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse en tant que, par exemple, citoyens, musulmans et arabes comme eux, c'est comment aider ce peuple à subsister, à ne pas mourir, à ne pas en fait périr. C'est ça la question. Donc c'est ce qu'on pourrait le dire avec des négociations avec Israël. Mais il ne faut pas entamer de négociations en état de faiblesse, en état d'impuissance. Alors, on sait que l'OCI a une action politique, économique, culturelle. Il agit sur tous les terrains. Donc, durant l'année de présidence d'un pays, quels sont les travaux qui sont faits? On sait que l'Égypte était présidente, elle a passé le relais à la Turquie. Donc, la Turquie, aujourd'hui, officiellement, a pris le relais de la présidence de l'OCI. Quelle est leur activité sur le terrain pendant la période de leur présidence?
En fait, si vous voulez, l'Égypte essaie toujours en fait de faire une action tout à fait active et positive en fait pour toutes les questions musulmanes parce que c'est la destinée de l'Égypte en fait en tant que pays de l'Azhar et pays plus grand pays arabe, un des plus grands pays musulmans. Donc, mais en fait, les circonstances et la situation interne en Égypte a beaucoup influencé le rôle de l'Égypte. Il a normalement marginalisé le rôle de l'Égypte parce qu'on a nos propres problèmes également. Et si vous parlez aussi oui, du rôle de la présidence en elle-même. Oui. Peu importe le pays. Oui, le rôle de la présidence, en fait, la présidence, elle fait en sorte que l'Égypte soit le centre culturel du pays musulman. Et il a demandé à Al-Azhar et ses savants, en fait, d'élargir le rôle et de chercher un rôle plus efficace dans le monde musulman. Mais il faut aussi que la politique travaille avec les responsables culturels en Égypte, soit par exemple, on se concerne la culture en général et la culture islamique, parce qu'on est le pays de l'Azhar quand même. Donc, il faut que la politique cherche à minimiser les différends pour donner libre cours, par exemple, aux gens de l'Azhar de travailler, par exemple aussi des écrivains, des intellectuels égyptiens, d'avoir une présence dans tous les pays. Il faut faciliter également la participation aux conférences quasi culturelles, bien à caractère culturel. Soit la Turquie elle est très très active dans ce domaine-là. Il y a toujours des conférences. Donc il ne faut pas en fait mettre des obstacles devant les chercheurs et les candidats pour travailler. Donc nous avons besoin, si vous voulez, de prendre notre haleine en Égypte pour bien réfléchir, pour avoir en fait une chance plus efficace de raisonner comment faire. Parce que maintenant, jusqu'à présent, on est un peu enchaîné par nos propres problèmes. Donc, une fois qu'on progresse en fait, si vous voulez, sur le chemin de notre renaissance, notre développement, toujours, c'est l'économie, la politique, la religion, la culture qui vont de pair. Docteur Kamal, si on parle de, je dirais, l'objectif de cette réunion, cette 13e réunion de l'OCI, on parle de la lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent. Oui. Si on parle d'extrémisme violent qui mène certainement au terrorisme, là, quels sont, selon vous, les moyens pour combattre cela et est-ce que, par exemple, cette réunion peut se solder sur, je dirais, des directives ou un plan de travail dans ce domaine, que ce soit, par exemple, élucider quelques points, je dirais, un tout petit peu qui ne sont pas clairs des instructions de l'islam. Comment voyez-vous cela? Oui, comme on dit toujours, c'est la bonne marchandise qui pourrait chasser la mauvaise. Donc, il ne faut pas chercher toujours à garder la situation défensive et bien apologiste de l'islam. Il faut plutôt, en fait, présenter l'islam tel qu'il est, c'est-à-dire une religion de tolérance, une religion de culture, d'instruction, d'éclaircissement, de lumière, de fraternité internationale. Donc, je crois qu'il faut déployer beaucoup d'efforts. Il y a en fait des éléments qui sont capables à transmettre le message de l'islam. En fait, faire en sorte de coopération parmi les pays musulmans pour créer des entités culturelles qui pourraient en fait faire face à toutes les idées erronées dans les pays musulmans. Il faut également, avant tout, si vous voulez, mettre fin à la tyrannie d'un certain pays musulman. En tête, la Syrie, par exemple. C'est la dictature de Bachar el-Assad qui a en fait conduit à de tels dégâts, à de tels préjudices à un peuple d'être subdivisé entre réfugiés, victimes, etc. Il y a certains qui sont avec lui, je connais, mais il n'était pas démocrate, c'est le problème. Donc, parce que la tyrannie, la dictature, c'est le terrain le plus fertile en fait pour acquérir la violence, pour pousser la violence, pour pousser la dégradation culturelle. Également, pour par exemple la matière de la religion, on n'a pas une matière de religion très bien consolidée parce que ça ne fait pas partie de Total pour avoir le note, pour accéder à l'université, etc. Deuxièmement, on ne met pas l'accent sur cette approche éthique, ni de l'islam, malheureusement, ni de la chrétienté. On cherche toujours, par exemple, à ancrer les croyances et la doctrine aux âmes des partisans de la religion, mais on ne cherche pas beaucoup, en fait, cette approche éthique de la coexistence. Donc, il faut une reformulation de matière de la religion
à tel point qu'ils mettent l'accent sur les moralités, sur les éthiques, et si vous voulez, cette universalité des éthiques. Parce que jamais de la vie, vous n'avez pas tombé sur une religion qui pourrait inciter à la violence, qui pourrait inciter au voile, qui pourrait par exemple inciter à des mauvaises moralités. Jamais. Donc, c'est que l'acquis commun, il faut ancrer et fortifier, promouvoir l'acquis commun de toutes les religions, c'est-à-dire le côté moral. Mais, donc, à condition que l'État aussi, il doit déployer des efforts, il doit renforcer, en fait, et je connais très bien parce que j'ai déjà eu une expérience au ministère de Waqf. On a commencé à former des imams francophones, anglophones, germanophones, pour qu'ils partent à l'étranger diffuser l'islam. Donc notre discours avec de tels imams, il était tout à fait original. Ils ont avoué ne pas avoir entendu de telles choses et de telles questions épineuses qui traitent, par exemple, ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, il faut une coopération, parce que s'il y a une coopération, par exemple, entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie, et même l'Iran, par exemple, pour surmonter le différend et mettre l'accent sur le vrai islam, on pourrait avoir un fruit tout à fait prospère. C'est notre but tous, quand même. Au terme de cette édition, Dr Kamal Gadala, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Nous vous remercions également pour vos explications de notre sujet d'aujourd'hui. Merci à vous. Je tiens, chers téléspectateurs, également à remercier ma collègue Noha. Merci Samah, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve